Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. En préparant le calendrier éditorial du podcast pour 2024, je me suis aperçue que le 6 février, c'est la journée mondiale sans smartphone. Alors d'où vient cette date ? L'écrivain français Phil Marceau a lancé cette sensibilisation en 2001 afin que le public puisse se détacher au moins sur une journée de son téléphone portable. La date du 6 février a été choisie, a priori, en honneur à la Saint-Gaston et en référence à la fameuse chanson de Nino Ferrer « Gaston, y a le téléphone qui sonne, mais y a jamais personne qui répond ». Alors, selon l'étude We Are Social, publiée chaque année, en 2023, l'utilisateur mobile moyen passe désormais plus de 5 heures par jour sur son téléphone. Impressionnant. Et donc, c'était l'occasion rêvée de vous partager ma participation à la fresque des nouveaux récits et de convier mes coéquipiers de cette soirée, et vous comprendrez. Bonjour Monique, bonjour Gaël, bonjour Bastien. Alors, je vous laisse vous présenter en quelques mots et indiquer à nos auditeurs pourquoi vous aviez choisi de participer à cette fresque. Est-ce que vous aviez suivi d'autres ateliers auparavant ? Dites-moi tout. Alors Gaëlle. Bonjour, eh bien écoutez, moi je suis directrice compliance dans une ESN et je m'occupe notamment de toute la partie RSE au sein de l'entreprise et plus particulièrement du numérique responsable. Auparavant, j'ai fait la fresque du climat et puis ma meilleure amie ici présente m'a aussi entraînée sur la fresque des nouveaux récits. Voilà comment je suis arrivée là. Ok, merci. Et alors, on va écouter Monique. Je m'appelle Monique, j'ai fait la fresque des nouveaux récits après avoir fait d'autres fresques, à savoir la fresque Agri à Nîmes. Je suis animatrice aussi pour la fresque du numérique et je suis fresqueuse, c'est-à-dire la fresque du climat. J'anime aussi l'atelier Inventons nos vies bas carbone. Et la fresque des nouveaux récits m'intéresse en complément des autres fresques qui nous permet effectivement d'envisager avec un aspect plus émotionnel un autre avenir que le malheureux avenir que peut-être on se prépare à avoir si on fait rien. Et Bastien, dis-nous tout. J'ai 25 ans, j'habite à Paris et j'ai récemment démissionné de mon job de consultant en décarbonation pour tenter de lancer mon activité en tant qu'indépendant dans la sensibilisation au changement climatique. Donc notamment parce que je suis animateur de la fresque du climat. Et donc j'ai un peu testé à droite à gauche différentes fresques. On m'a beaucoup parlé de la fresque des nouveaux récits, donc j'ai décidé d'y participer il y a quelques mois. Et avant de faire cette fresque, donc j'avais fait climat, j'avais fait la fresque des frontières planétaires, celle du facteur humain et un atelier qui s'appelle l'atelier d'adaptation au changement climatique. Donc tu es hyper calé sur ces sujets-là. Oui, je commence à être... Enfin déjà avant ça, c'était des sujets qui me parlaient beaucoup, mais ensuite le volet sensibilisation, je commence à en avoir fait pas mal, ouais. Ça, c'est une belle démarche pour les futures générations que tu représentes, de pouvoir être axé dans un job qui donne du sens et qui fait sens. Alors, le déroulé de l'atelier, un peu comme d'autres fresques pour ceux qui ont déjà participé, en fait, on a travaillé sur des cartes qu'il fallait repositionner concernant nos comportements humains et on est reparti loin depuis la préhistoire entre ce que l'on a au niveau de l'inné et au niveau de l'acquis. On a intégré ensuite les normes sociales et d'éducation, de voir comment ça évoluait.
Et puis on abordait aussi les sources de motivation qui agissent bien sûr sur nos comportements, sur nos émotions et qui nous incitent à suivre notamment certains messages publicitaires transmis. Et donc si nous souhaitons changer et faire évoluer ces comportements du consommateur lambda que nous sommes, eh bien cela doit passer par une évolution de ces fameux récits qu'on entend quotidiennement à la radio, à la télé, que l'on voit sur nos affiches par le bouche à oreille de nos chers et tendres amis et familles. Donc ça, c'était la première partie de l'atelier. Et puis la deuxième partie consistait à rédiger en petits groupes un nouveau récit pour faire changer nos comportements. Et nous avons choisi de façon unanime, tous les 4, de travailler autour du thème de nos chers smartphones. Et donc, d'où le lien avec cette journée mondiale. Et c'était important, à la suite de cet atelier, de pouvoir vous partager notre travail d'écriture, sachant que c'était très timé. Je crois qu'on avait entre 20 ou 15-20 minutes. En tout cas, c'était assez speed. Et là, on vous le partage tel quel. On ne l'a pas retravaillé. Donc, Bastien, je te laisse la parole et le démarrage de notre récit. Donc il fallait choisir une norme sociale et essayer d'inventer un nouveau récit à horizon 2030 pour transformer cette norme et se projeter dans quelque chose qui soit désirable. Donc il parlait d'utopie réaliste. Donc nous, la norme qu'on a choisie, c'était être connecté, c'est cool. Et donc on a écrit à 4 mains un récit sur le format d'un journal intime dont le titre est « Déconditionnement du smartphone égale 1 an de vie sociale en plus ». 24 juillet 2024. Aujourd'hui, j'ai encore dépassé le temps d'utilisation sur mon téléphone. Ça fait 3 mois que j'essaie de réduire ce temps d'utilisation. Ça m'a pris un jour à la vue du rapport hebdomadaire de mon iPhone. 4 heures par jour cette semaine. C'est énorme. J'ai installé une appli pour essayer de limiter mon temps d'utilisation et je me suis dit que diviser par 2 c'était jouable. Mais voilà, pour l'instant, je n'y arrive pas. Aujourd'hui, vers 17h, le message est apparu. Temps d'utilisation écoulé. C'est difficile, mais je ne lâche pas l'affaire. Il y a quelques semaines, le message s'affichait avant midi, donc j'ai déjà fait des progrès. Allez, objectif, d'ici Noël, dans 4 mois, il faut que j'arrive à faire en sorte que le message ne s'affiche plus. Et puis, peut-être qu'un jour, dans quelques années, j'arriverai à tenir une journée complète sans utiliser mon téléphone. Vous imaginez le délire? 4 heures de libre en plus dans ma journée. Je pourrais apprendre à jouer de la guitare ou monter un groupe. Nous voici maintenant en août 2026. Je sais que 1460 heures par an, ça fait environ 80 jours. Et dans ma ville, on est plusieurs à faire la même chose. Du coup, on se connaît, on se challenge un peu. Claude a commencé à écrire un roman et Emma s'est remis à la musique. Théo a mis en route un atelier de réparation de smartphones et aussi de reconditionnement. Et on a eu l'idée de se réunir régulièrement et de créer un événement de temps en temps dans le parc des Tilleuls, à côté de la gare RER. Alors les gens, en passant dans le parc, ils restent, ils voient nos réalisations, ils regardent nos affiches. Le titre du roman de Théo, c'est 40 jours de smartphone économisés. Les progrès de Max en sport, c'est 94 jours de smartphone. Le concert du groupe musical de Jeff, Virginie et Léa, c'est 3 fois 26 jours de smartphone. Tout ça, c'est du temps gagné à faire des choses intéressantes. Je suis devenue complètement accro à ces réunions. Elles sont super sympas, musicales et tout et tout. 2 décembre 2028. Aujourd'hui, j'ai croisé Squeezie en bas de ma rue. J'adore ce qu'il fait et j'ai osé l'aborder pour lui demander un autographe et un selfie. Il a tout de suite accepté, bien sûr. J'ai sorti mon smartphone reconditionné pour prendre la photo. Il l'a trouvé grave stylé. Il m'a sorti le sien et lui aussi il avait un iPhone reconditionné. L'écologie numérique, c'est la nouvelle tendance et le smartphone reconditionné, c'est un must-have. Le tournant de l'écologie numérique, on y arrive enfin. 30 juillet 2030. Ça y est, j'ai débuté mon journal Déconsommation numérique il y a maintenant 6 ans.
Et mon rêve est devenu réalité. Autant au début, je me sentais bien seule à mettre en place ces actions de réduction d'utilisation de mon smartphone. Et mes proches trouvaient folle l'idée de ne plus changer de téléphone. Mais nos actions collectives ont abouti. Ce matin, j'ai aperçu en allant chercher le pain à la boulangerie du quartier une affiche d'Abribus mettant en avant le bonus de l'opérateur téléphonique Orange. Transformez votre data non consommée en bonus actions culturelles ou sportives. Grâce à cela, j'ai pu visiter gratuitement une nouvelle expo avec mes amis Théo, Max et Léa. Quel beau souvenir ensemble. Ça fait déjà 1 an que ces opérateurs ont mis en place une prime quand on ne change pas son téléphone. Et ça fait même bouger les gros fabricants. Apple a annoncé l'arrêt total des fabrications de smartphones neufs. Vive la durabilité et la seconde vie. Voilà nos récits qui intègrent en même temps des questionnements sur l'utilisation numérique et en même temps la possibilité de gagner du temps pour clairement profiter de ses proches, découvrir le monde, redécouvrir des choses, réaliser des activités, des expos, partager. Et donc ça, c'était quelque chose qui était important pour nous dans ce discours et dans ce moment court de création de nouveaux récits. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, tous les 3, de cet atelier ? J'ai bien aimé cette fresque des nouveaux récits. Ce qui m'a plu, c'est de travailler en groupe, d'être stimulé par le petit groupe et de finalement arriver à écrire des choses que peut-être tout seul, on n'aurait pas trouvé parce qu'on se stimule un peu les uns les autres. Ce qui m'a plu aussi dans cette fresque des nouveaux récits, c'est le fait de se projeter dans un avenir faisable, possible, presque réaliste en fait. Ça booste et ça motive. Petit bémol, cependant, ce qui m'a gênée, c'est le côté un peu conceptuel, un peu trop conceptuel et intellectuel de la démarche. Et je pense malheureusement que y a pas mal de gens qui ne peuvent pas adhérer. C'est compliqué de leur demander de prendre la plume. Comme ça, c'est pas facile. Et puis, les termes employés, les concepts employés sont quand même un petit peu difficiles. Voilà, mais sinon, c'était une expérience super positive. Alors moi, j'ai particulièrement bien aimé cet atelier parce que déjà, contrairement à la fresque du climat qui est un peu plombant quand même, on va pas se mentir, celui-là m'a donné beaucoup plus d'espoir. J'ai aimé la possibilité que on puisse chacun participer de manière active et de raconter cette histoire. Je trouve qu'en plus, la nôtre, elle montre que des initiatives individuelles peuvent faire changer les choses collectivement, puisque on le voit bien dans notre histoire, nous, on commence avec une petite initiative et à la fin, c'est carrément tout le marketing, tous les gros opérateurs, toutes ces grosses entreprises, qui changent leur comportement et qui changent finalement leur business. Donc voilà, c'est plein d'espoir. C'est ce que j'ai vraiment bien aimé, moi, dans cette fresque. Et moi, je me souviens qu'à la fin de l'atelier, l'animateur a demandé à tous les participants et les participantes de juste donner un mot qu'ils retenaient, et ces mots-là étaient assez positifs, contrairement, comme tu le disais, Gaël, à la fresque du climat. Et moi, mon mot, c'était galvanisant, parce que je suis vraiment ressorti boosté de cette expérience, à la fois parce que c'était hyper enrichissant, je trouve, de d'écrire ce truc à 4 mains, qui s'assoit à une table pendant une demi-heure pour trouver un sujet commun, qui parle à tout le monde. Et ensuite, chacun écrit son petit bout, met sa petite brique qui s'inscrit du coup après. Enfin, quand on met tout ensemble, ça fait un récit qui se tient. Et du coup, on ressort de l'atelier, on a fait quelque chose, on s'est connecté avec des gens. Et finalement, moi, c'est tout ce que je recherche pour euh, pour rendre la transition désirable justement. Donc j'ai trouvé que cet atelier il achevait totalement le but qui se fixait. Oui, complètement. Mais c'est vrai qu'à la sortie ou à la fin de cet atelier, en tout cas, il y avait vraiment eu l'envie
pour moi de me dire l'histoire qu'on a racontée, j'ai envie de la partager. Il ne faut pas juste que ça s'arrête là, même si évidemment on aurait pu rédiger mieux, prendre le temps, retrouver d'autres formulations de phrases, imaginer encore plein d'autres choses, mais après on était pris par le timing, donc c'est le jeu. Mais sur cet exercice-là, j'avais effectivement envie de le partager parce que ça donne envie d'agir différemment, de penser différemment et de se dire qu'individuellement, comme tu le disais, on peut faire bouger les choses de façon collective et faire bouger aussi au niveau des entreprises, de repenser les business models, de repenser les choses différemment. Et les autres groupes avaient choisi d'autres formats de récits. Nous, on était partis, comme vous l'avez entendu, sur le journal intime. Il y a eu d'autres formats comme un article de magazine, des échanges entre amis, ou bien un grand-père qui raconte à son petit-fils ce qui s'est passé. Voilà, il peut y avoir d'autres formats que les autres groupes ont choisi. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une bonne osmose sur nous quatre, avec pourtant des profils complètement différents. Donc c'était plutôt très enrichissant. Moi, je trouve que c'est ce qui fait la force de cet atelier, c'est de voir que, comme tu disais, Bastien, c'est 4 personnes qui ne se connaissent pas. En l'espace de un quart d'heure, 20 minutes, ce qu'on est capable de construire. Alors, si on mettait un peu plus de temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et toi, qu'est-ce que tu apprécies, Bastien, sur la fresque du climat pour tous ceux qui ne sont pas encore passés par là? Qu'est-ce que tu aimerais envie de passer comme message? Alors, je pense que j'ai eu une expérience en tant que participant déjà qui était assez marquante parce que je l'ai faite au sein de mon entreprise. Et donc, c'était avec des gens que je connaissais pas. C'est un peu ça la beauté aussi dans le cadre entreprise, c'est que ça amène autour de la même table des personnes qui ne s'y seraient pas forcément retrouvées. Euh, et donc, il y avait notamment une personne qui découvrait complètement le problème du changement climatique. Donc, ça m'a permis de voir que cet atelier peut être un moyen d'amener le sujet à des gens qui n'ont même pas, n'ont presque même pas idée, même si ça paraît absurde de dire ça, mais il y a quand même encore des personnes qui sont pas du tout exposées ou qui choisissent de pas voir le problème. Et là, de passer 3 heures sur ce sujet-là, ça fait que on est quand même un peu obligé de voir un peu la réalité en face. Euh, et donc moi, ça fait un petit moment que je cherchais des moyens de pouvoir en parler, qui soient un peu structurés, qui soient aussi sourcés, parce que souvent les informations sont plus impactantes, je trouve, si on a une base solide derrière. Et donc j'ai décidé de devenir animateur pour pouvoir à mon tour toucher le plus de monde possible sur ce sujet. Je l'ai fait avec plus ou moins de succès dans ma famille à Noël dernier, enfin à Noël 2022. Euh, et ouais, aujourd'hui du coup j'ai même démissionné pour pouvoir faire ça plus souvent dans ma semaine. Euh, et c'est une expérience qui est assez enrichissante de pouvoir parler d'un sujet qui nous parle et de voir que ça suscite des réactions en face, des gens qui se posent des questions qui s'étaient pas forcément posées, qui comprennent des mécanismes qu'ils n'avaient pas compris avant. Euh, et j'espère que ça peut les amener derrière ça plante une graine qui, je l'espère, finit par germer et entraîner un passage à l'action. Mm. Merci pour ce partage, Bastien, parce que c'est aussi mon souhait avec le podcast Marqueur, c'est de pouvoir inspirer, sensibiliser, donner envie d'agir et de passer à l'action. Donc on est complètement dans le même état d'esprit, et c'était aussi ce qui est le cas de l'ensemble des participants de cet atelier-là qu'on a fait à l'époque. Merci à tous les trois. Alors, je vais passer maintenant sur une éternelle question que je pose à tous mes invités, sur notamment un éco-geste que vous aimeriez partager. Ça peut être un éco-geste pro, perso. À quoi pensez-vous?
Alors, je suis responsable de toute la partie RSE dans une ESN qui s'appelle Ascensi. Et justement, là, on travaille sur le numérique responsable. Donc, on a sensibilisé déjà tous les collaborateurs, hein. Enfin, on est encore en train de le faire sur l'impact du numérique qui n'est pas négligeable sur les activités, mais aussi dans leur quotidien. Et justement, dans la semaine du numérique, on va mettre en place un collecteur de D3E où chaque collaborateur pourra rapporter ses anciens smartphones. Parce que figurez-vous qu'en moyenne, chaque Français garde 2 à 3 vieux smartphones dans leur tiroir. Et souvent, les 3 quarts du temps, on s'en sert absolument jamais. Donc voilà, c'est aussi une manière de les sensibiliser que de leur offrir la possibilité de rapporter ces déchets qui seront recyclés de la meilleure manière qui soit, voire reconditionnés quand ça sera possible. Et côté achat, parce qu'on sait que c'est normalement sur l'ensemble de ces appareils électroniques, en tout cas là où il y a la plus grande part, c'est sur c'est sur la fabrication. Alors c'est important de recycler, je ne dis pas que c'est pas bien de le faire. Il faut justement agir aussi dans cette fin de vie. Mais qu'est-ce qui se passe au démarrage dans ta boîte? Alors au démarrage, c'est un vrai dilemme. Pourquoi? Parce que quand on est dans une société du numérique, la sécurité informatique est très importante. Et il nous faut toujours trouver le juste milieu entre l'écologie et la sécurité. Face aux attaques cyber, on ne va pas se mentir, la plupart des applicatifs ou des ordinateurs qui doivent répondre à certaines normes de sécurité sont souvent très énergivores. Néanmoins, dans la mesure du possible, on fait très attention lors de nos achats à tout ce qui va être écolabel, des Blue Stars, etc., pour l'achat du matériel informatique. Et surtout, on est en train de tester là les appareils qui sont réparables. Il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Je crois qu'il y a un ordinateur qui s'appelle Framework. C'est des ordinateurs qui sont souvent plus chers à l'achat, mais qui sont au moins réparables, parce que vous savez aussi que toutes les grandes marques, maintenant, le grand jeu, malheureusement, c'est que à l'intérieur, tous les processeurs, etc., sont soudés, donc plus du tout réparables. Donc voilà, on essaye petit à petit aussi de se tourner vers des produits alternatifs, plus réparables. On va surtout travailler sur l'allongement de durée vie de nos appareils que l'on met à disposition de nos collaborateurs. Bastien, tu veux nous partager un éco-geste pro-perso? Ouais, c'est un petit peu les deux, moi de mon côté, et ça reboucle sur le fait que je viens de démissionner pour faire de la sensibilisation. Je sais plus si c'est pendant la fresque des nouveaux récits qu'on nous a parlé de ça, mais je sais qu'en conclusion d'une des fresques que j'ai faites, la personne qui animait a rappelé que parmi les gestes qui, à l'échelle individuelle, avaient le plus d'impact, l'ONU, elle euh, classait un truc qu'elle appelle faire entendre sa voix. Donc c'est en gros en parler autour de soi euh, et notamment dans des situations où en fait parfois je crois qu'ils prennent l'exemple de dans une copropriété par exemple. Bon, maintenant le compost est censé être obligatoire à Paris en tout cas. Euh, mais on pourrait, enfin, avant ça, on aurait pu se dire que peut-être que tous les voisins étaient d'accord sur le principe pour avoir un compost, mais peut-être que personne n'a jamais émis l'idée. Et donc parfois juste émettre l'idée, ça permet d'assurer une agrégation des volontés et trouver des synergies au niveau de l'action. Euh, et de manière générale, ouais, en fait, tant que les gens ne sont pas au courant, ils peuvent pas agir. Donc en parler, c'est super important. Et il y a aussi un peu le truc de une fois qu'on a mis en place les gros éco-gestes à l'échelle individuelle, euh, on se retrouve rapidement face à des petits, à faire beaucoup d'efforts pour gagner un tout petit peu de réduction de son impact. Et dans ce cas-là, ça devient plus efficace en fait mathématiquement presque, de réussir à convaincre autour de soi certaines personnes de s'approprier ces gros éco-gestes euh, plutôt que de soi-même dépenser beaucoup d'énergie dans des trucs qui ont
un impact assez minime. Ok, merci. Et Monique, ton éco-geste? Mon éco-geste, c'est lorsque je lave mes légumes, ma salade, mes pommes de terre, etc., avec l'eau avec laquelle je lave ces légumes, je la garde pour arroser mes plantes à l'intérieur, voire mes plantes à l'extérieur. Et ça fait une économie d'eau. Et alors, dernière question avant de conclure cet épisode. Est-ce que vous pensez à un futur invité qui pourrait venir et que je pourrais interviewer? Bastien? Alors moi, je travaille en ce moment avec quelqu'un qui s'appelle Emilien, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Sport Sobre. C'est une chaîne dans laquelle il partage à la fois ses aventures sportives. Donc lui, c'est un coureur plutôt de longue distance, marathon, trail dans la nature, etc. Et donc il se filme pendant ses courses. Donc on suit son épopée comme ça. Et puis après, il fait un petit bilan à la fois sportif de sa course, mais aussi écologique. Donc quelle quantité de CO2 il a émis principalement via le transport pour se rendre sur ses courses. Et donc il parle du fait que pour réduire l'impact des compétitions sportives, une bonne solution, c'est quand même de participer à des compétitions qui sont plus proches de chez soi, de s'y rendre par des moyens peut-être mettre plus de temps pour y aller, mais prendre le temps de prendre le train si on a les moyens. Voire, lui, il a déjà fait ça en vélo. Et je trouve donc son travail tout à fait inspirant et enfin, on a envie de partir à l'aventure avec lui. Et je trouve ça très sympa et tout à fait dans la continuité de ce dont on a discuté aujourd'hui sur rendre désirables les éco-gestes pour, euh, pour un avenir meilleur. Ça pourrait être hyper sympa de partager son expérience. S'il accepte, ça serait chouette. Et Gaëlle, un invité? Oh, bah écoute, moi, je te mettrai en relation avec mon cousin qui est le président de l'ADEME. Du coup, tu verras, il pourra t'expliquer son programme en 6 ou 7 points, je sais plus, mais tu lui diras pas que je sais plus. Mais c'est surtout que tu verras, c'est quelqu'un vraiment de passionné qui mérite cette place-là. Qui a vraiment l'intention de faire bouger les choses, donc avec des approches un peu plus disruptives. Donc voilà, je te donnerai ses coordonnées et il sera ravi de faire ce podcast avec toi. Eh ben, c'est une super nouvelle, ça, d'avoir le président de l'ADEME pour expliquer un peu justement toute la mission de l'ADEME, les enjeux au niveau français, mais au niveau européen et davantage. Donc, très bon invité à venir. Merci à tous les trois pour ce super partage et j'espère que ça vous aura donné envie de participer à la fresque des nouveaux récits. Merci Diane. Pour l'invitation. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!